Brest, l'aéroport de Guipava, le lundi 12 août 2024 en milieu de journée. Notre destination est à peine à 2 heures de vol, Porto. Quelques petits préparatifs avant de décoller sous la pluie et retrouver en quelques minutes le bleu du ciel d'été. Après les Pyrénées, les premiers paysages de la péninsule ibérique apparaissent avant de découvrir ce plus vieil État-nation d'Europe. Fondé au XIIe siècle, le royaume du Portugal devient au XVe siècle l'une des principales puissances d'Europe occidentale, jouant un rôle majeur dans les grandes découvertes et se constituant un vaste empire colonial en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud. La puissance du pays décline à partir du XVIIe siècle. La monarchie portugaise est renversée en 1910 à l'issue d'un soulèvement militaire qui contraint le roi Manuel II à l'exil. Puis, pendant plus de 40 ans, le pays est soumis au régime autoritaire d'Antonio de Oliveira Salazar jusqu'à la révolution des œillets de 1974 qui met fin à la dictature et restaure la démocratie du pays. L'économie du Portugal a alors connu un essor important. Il devient à la fin du XXe siècle un pays développé selon les standards européens, économiquement prospère, socialement et politiquement stable. En 2011, la dégradation économique mondiale le conduit à la récession et provoque une crise socio-économique et politique. Il doit également relever le défi du renouvellement des générations. Le pays a en effet la fécondité la plus faible d'Europe. Durant la dictature de 1926 à 1974, près d'1,5 million de Portugais sont partis travailler en dehors du pays pour fuir la pauvreté de la campagne et les guerres coloniales. Le tourisme, principalement balnéaire, est une ressource très importante, notamment en Algarve et dans la région de Lisbonne. Le Portugal comprend également les archipels des Açores et de Madère, deux régions autonomes situées dans l'océan Atlantique. Le climat subtropical de Madère et ses paysages singuliers en font une destination touristique appréciée. Le Portugal est l'un des pays les plus visités d'Europe avec 12 700 000 touristes en 2019. Également un grand pays viticole, il est réputé notamment pour le vin de Porto et est par ailleurs le premier producteur mondial de liège. Gaël et Ismaël nous attendent et sans perdre de temps, les visites vont commencer. La ville est bâtie sur des collines le long de la rive droite du fleuve Douro. Elle est située en face de Vila Nova de Gaia. Les deux villes sont séparées par le fleuve et reliées par le pont Don Luis. Capitale de la région nord, cette ville compte 1 200 000 habitants et a souvent été par le passé une rivale de Lisbonne. Elle est connue pour la commercialisation du vin de Porto, ses monuments et ses ponts sur le fleuve Douro. Un adage évoque le caractère des différentes villes portugaises. Pendant que Lisbonne se fait belle, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille.
temps est agréable et les promeneurs très nombreux sur ce bord de fleuve. Un crépi a même osé s'installer sur la rive. Nous ne lui ferons pas l'affront de comparer avec nos produits bretons. Les anciens bateaux continuent leur balade sur le fleuve tranquille. Les étals des marchands ambulants sont nombreux ce lundi et proposent aux touristes une multitude de produits locaux. D'innombrables magasins de vente de vin de la vallée du Douro présentent leur nectar à l'appréciation des éventuels acheteurs. Quelques pas nous suffiront pour cette première curiosité, située en plein centre de Porto, la somptueuse librairie Lelo et Irmão, considérée comme la troisième plus belle au monde. Fondée en 1869 par Ernesto Chardron, éditeur et libraire français expatrié au Portugal, elle passera entre plusieurs mains après son décès, avant d'être rachetée en 1894 par les frères José et Antonio Lelo. La librairie Lelo attire plus de 4000 visiteurs par jour. Parmi eux, on remarque de nombreux fans de la saga littéraire Harry Potter, écrite par l'auteur britannique Johann Kathleen Rowling. La librairie a rajouté à sa réputation la vente et la dégustation de Porto, et nous ne nous sommes pas fait prier pour déguster ce premier vin du Douro. Un organiste sans sourire a manifesté son talent sur un très bel orgue, mais je ne crois pas que son intervention ait apporté quelque chose à ce décor plus que particulier. Un peu plus loin, une nouvelle curiosité, la conserverie Pinaes, un lieu unique pour les gourmands. Une des conserveries de sardines les plus anciennes et les plus originales au monde. Depuis 1920, elle se spécialise dans les conserves premium et 100% artisanales, représentant une icône très pertinente et une partie irremplaçable du patrimoine historique du Portugal. En effet, la sardine était un aliment associé aux classes populaires dans ce pays. Elle était souvent frottée sur du pain pour en augmenter la saveur. De nos jours, la sardine est considérée comme une délicatesse
et est apprécié par tous les Portugais indépendamment de leur statut social. La méthode traditionnelle de cuisson de la sardine est la grillade. Le secret réside dans le moment où saler le poisson et dans la chaleur des charbons sur lesquels il est grillé. Ici, des milliers de boîtes de sardines millésimées ornent les murs, faisant de ce lieu un véritable joyau d'architecture qui nous transporte vers un voyage dans le passé. Le pont Louis Ier est l'un des ponts reliant Porto à Vila Nova de Gaia. Construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur Théophile Séric, disciple de Gustave Eiffel, il ressemble beaucoup au pont Maria Pia, situé plus en amont, mais possède un tablier inférieur supplémentaire pour la circulation routière. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Inauguré le 31 octobre 1886 par le roi Louis Ier de Portugal, il remplace un pont suspendu à câble de 1843, dont les pylônes ont été conservés sur la rive nord. C'est un pont en arc à treillis et poutres métalliques avec une travée suspendue annexe. Il présente ainsi 2 étages de 8 mètres de largeur chacun. L'étage supérieur mesure 395 mètres, alors que l'étage inférieur n'a que 174 mètres de long. La traversée inférieure à suspendre rigide est accessible aux automobiles et aux piétons, alors que l'étage supérieur sur arc, accessible également aux piétons, permet surtout le passage du métro depuis la création du pont, faisant ainsi la liaison entre Porto et Vila Nova de Gaia. C'est après être monté par le funiculaire que Porto nous offrira des vues panoramiques sur la vieille ville. Mais nous y reviendrons en fin de semaine.
C'est ainsi que nous découvrons notre logis, la maison de famille d'Ismaël. Nous y passerons une semaine des plus agréables. La ville portugaise de Vizela s'étend sur une superficie de 24 km² et se situe dans le district de Braga, dans le nord du pays, à 58 km de Porto. La petite fontaine possède un pouvoir important. Boire de son eau donne à son auteur une dépendance de la ville à laquelle il aspire retourner. Mais ce n'est qu'une légende. Quoique, pour le moment, nous nous trouvons sur l'une des places importantes de la ville. Cet espace fleuri, aménagé il y a peu, montre une effervescence particulière et pour cause, la fête se prépare pour le lendemain. Situé sur l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Vizela abrite également le sanctuaire de São Bento das Peras, composé de deux chapelles, l'une plus primitive et l'autre plus récente. La chapelle primitive a été construite à une date inconnue mais bien avant le XVIe siècle, sur l'un des points les plus élevés de la colline et sur la ligne de démarcation entre deux paroisses. En 1831, elle subit plusieurs réparations et en 1834, elle est à nouveau rendue au culte. Le 1er août 1966 commence la construction d'un nouveau temple et en 2003, il fait l'objet d'une rénovation intérieure complète. Après avoir été restauré, il a été rouvert au culte le 11 juillet de la même année. Sur les hauteurs sacrées de Vizela se trouve au nord l'actuel sanctuaire de São Bento das Peras, qui est le point de vue le plus typique de Vizela, sur lequel les habitants et les voisins se ruent pour échanger des promesses.
La tradition selon laquelle les fidèles peignent une partie d'un rocher sur le Monte de São Bento, chaque fois que le saint les guérit d'une maladie, est connue. Les miracles attribués à Saint Benoît sont très célèbres, presque tous liés à la guérison ou à la thérapie, ce qui prend un sens particulier si l'on tient compte du fait que Vizela est une terre de guérison à travers ses termes. Si toute religiosité ne suffit pas à justifier une visite au sanctuaire de São Bento das Peras, une fois arrivé ici, à plus de 400 mètres d'altitude, 2 rampes suspendues servent de point de vue. L'une vise Vizela et l'ouverture naturelle qui s'étend jusqu'à la côte, l'autre Tagilde. C'est donc à partir du Monte de São Bento que l'on comprend la dimension territoriale de Vizela, déconnecté de ses communes voisines par une séquence de collines frontalières. Si l'on ajoute la condition d'une ville thermale et l'histoire industrielle du XXe siècle, il est clair que Vizela ne pouvait être que son propre propriétaire, il n'y avait pas d'autre option. De plus, le Monte de São Bento devient en soi pour les habitants de Vizela une manifestation d'indépendance par rapport à leur ancienne municipalité de Guimarães. Et nous y voilà à Guimarães. Guimarães est une ville qui déborde d'histoire et de culture par chaque coin. La ville est historiquement associée à la fondation et à l'identité de la nationalité portugaise. Ici a eu lieu en 1128 une partie des principaux événements politiques et militaires qui mèneront à l'indépendance et à la naissance d'une nouvelle nation. Pour cette raison, il est inscrit sur l'une des tours de l'ancienne muraille de la ville, Aqui nasceu Portugal. Ici est né le Portugal. Référence historique et culturelle aux habitants et aux visiteurs. Le 13 décembre 2001, le centre historique de Guimarães est déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour ses monuments qui datent du Moyen-Âge et qui, remarquablement conservés, montrent l'évolution de l'architecture au cours des temps. Par ailleurs, son économie repose sur l'agriculture, l'industrie et surtout la coutellerie et les textiles. La ville et sa banlieue sont réputées pour leur savoir-faire dans la production de chaussures de haute qualité.
Le magnifique Largo da Oliveira est sans aucun doute la meilleure attraction touristique de Guimarães. Cette charmante place conserve quelques-unes des meilleures architectures gothiques de la ville, dont l'ancien hôtel de ville, la collégiale du même nom et le monument de la bataille de Salado. Entourée de rues traditionnelles aux maisons peintes, aux couleurs chaleureuses et pleines de cafés en plein air, elle offre une image parlante de la ville. Au cœur de la ville historique de Guimarães se trouve un joyau qui incarne des siècles d'histoire et de culture, l'église de Nossa Senhora da Oliveira. Ce monument remonte au Xe siècle lorsqu'il a été fondé comme monastère par Mumadana Dias, comtesse du Portugal. La structure d'origine a subi d'importants dommages au fil du temps en raison des guerres et des invasions. Elle a été reconstruite à la fin du XIVe siècle. Depuis lors, ce magnifique monument s'est dressé au milieu des temps changeants, témoignant d'innombrables événements historiques. En franchissant les portes sculptées de scènes bibliques, la nef flanquée de deux bas-côtés séparés par des arcs en ogive, soutenus par des piliers composés, est impressionnante. L'autel principal abrite un polyptyque délicieusement sculpté, datant d'environ 1688 et représentant des scènes de la vie du Christ. Aucun récit sur cette église ne peut être complet sans mentionner la légende de l'olivier qui se trouve dans sa cour. Il a miraculeusement repris vie et fleuri du jour au lendemain après avoir été abattu. En conclusion, il s'agit de l'un des innombrables symboles qui racontent collectivement le riche patrimoine culturel du Portugal. L'ambiance tranquille de l'église, associée à son importance historique, en fait non seulement un lieu de culte, mais aussi une porte d'entrée dans le passé du Portugal. Un charmant restaurant connu d'Ismaël nous a confrontés à quelques spécialités de la région pour reprendre des forces avant de trouver le château que nous ne pourrons pas visiter puisqu'il était en travaux. Cet endroit un peu bruyant démontre les habitudes des restaurateurs dans cette région. Les plats de résistance servis sont impressionnants et ne commander qu'une demi-dose est un choix possible, c'est dire.
Pour la digestion, un peu de marche et la visite d'un autre édifice religieux, probablement l'église de São Miguel do Castelo. Faute de château, la visite se fera par casque interposé sans réel grand intérêt. Le palais des ducs de Bragance est tout proche. Niché à proximité immédiate du château de Guimarães, il se dresse comme un témoin majestueux de l'histoire portugaise. Sa construction, initiée au XVe siècle, marque le début d'une ère de splendeur. Ce palais, avec son mélange unique d'architecture gothique et d'influence bourguignonne, offre une plongée fascinante dans le Portugal du Moyen Âge. Lorsqu'on franchit les portes du palais des ducs de Bragance, c'est pour pénétrer dans un monde où le temps semble s'être arrêté au Moyen Âge. L'intérieur du palais, avec ses enfilades de salles s'articulant autour de la coursive centrale, est un véritable hommage à l'élégance médiévale. Chaque salle, agencée avec soin, dévoile un aspect différent de la vie seigneuriale de l'époque. Les chandeliers en fer forgé, suspendus au plafond voûté, diffusent une lumière tamisée. Le mobilier d'époque, soigneusement restauré, raconte des histoires de banquets fastueux et de réunions secrètes. Des tapisseries aux couleurs encore vives représentent des scènes de chasse et des motifs héraldiques tapissent les murs, offrant un aperçu de l'art et de la culture de l'époque. La cour intérieure est un espace captivant où l'architecture et l'histoire se mêlent harmonieusement. Entourée d'une élégante coursive supportée par des arches gothiques, elle évoque immédiatement les célèbres hospices de Bonn. Cette ressemblance, loin de se limiter à l'aspect architectural, s'étend à l'atmosphère qui y règne.
Après avoir pris le téléphérique vers la majestueuse terrasse de Pilate, le sanctuaire de Peña est une attraction touristique de valeur indiscutable et de tranquillité. Ce sanctuaire n'offre pas seulement un espace profond de recueillement et de foi, mais il s'agit d'un monument d'une beauté singulière pour une architecture religieuse. Faite de granit provenant de la région, sa beauté est à l'image des autres monuments historiques de Guimarães, éternelle. Aujourd'hui, un mariage se prépare. Roses blanches et œillets ornent la nef et le transept. Une fois là-haut, l'impressionnant panorama sur tout Guimarães se dévoile. La ville médiévale apparaît dans son écrin naturel, telle une véritable pierre précieuse aux facettes taillées par le temps. Située près du sanctuaire de Peña, une œuvre représentant deux aviateurs a été inaugurée en 1927. Ils se sont fait connaître internationalement en effectuant la première traversée entre l'Europe et l'Amérique du Sud en 1922. Le voyage a permis de prouver l'efficacité d'un instrument de navigation, le sextant, qui permettait la navigation aérienne astronomique avec une précision jamais atteinte auparavant. Surprenant de trouver un tel hommage à cet endroit. Vizela est une municipalité du Portugal située dans la région nord du district de Braga. Elle comporte 8 paroisses et compte près de 25 000 habitants. Une petite visite matinale est revigorante et les dépliants et tabourets déposés sur les trottoirs en vue du prochain défilé et du feu d'artifice laissent vraiment perplexe. Pourtant, aucun ne disparaîtra.
Et nous voici à la basilique Notre-Dame de Samero. Il s'agit d'une église catholique romaine avec le statut de basilique mineure et de sanctuaire marial à proximité de la ville de Braga. C'est la première église portugaise à être consacrée au dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854. Le site de pèlerinage de Notre-Dame de Samero est situé sur un point de vue occidental au-dessus de Braga. Le large escalier avec quelques figures de saints s'étend sur une longueur de 300 mètres avec environ 40 mètres de dénivelé dominé par les 566 mètres de la basilique. C'est un des lieux de dévotion maritale les plus visités au Portugal. Un mariage s'y déroule, toujours embelli par la présence des lys et des œillets blancs. Nous essaierons de ne pas déranger ce moment où l'écho des voûtes majestueuses répond aux paroles murmurées des futurs mariés. La première œuvre d'art du complexe, une statue en marbre de la Vierge, a été posée en mai 1963 et la construction de l'église a commencé avec la pose de la première pierre en 1890. Elle a été construite comme une église cruciforme dans le style néoclassique, à nef unique avec un haut dôme et une façade à double tour avec les clochers. En 1941, le maître-autel en granit avec des colonnes de marbre rouge flanquant et la statue de la Vierge Marie au centre, qui comprend également un tabernacle d'argent, a été consacré. Une crypte a été construite pour les pèlerins en 1979. En 2004, une croix lumineuse a été placée sur le dôme au-dessus d'une sphère armillaire. L'église a reçu en 1964 par le pape Paul VI le rang de basilique mineure. Le pape Jean-Paul II a visité le sanctuaire marial le 15 mai 1982 et lui a décerné la Rose d'Or en 2004. À quelques kilomètres, nous rejoignons le sanctuaire Bon Jésus du Mont. Il s'agit d'un site religieux et touristique situé dans l'une des 62 paroisses de Braga, Tenoes. Le sanctuaire, de style baroque, possède une grande église, un escalier monumental qui compose la voie sacrée de Bon Jésus, une forêt, quelques autels et un funiculaire hydraulique centenaire. Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2019. La façade est flanquée de 2 tours et se termine par un fronton triangulaire. La basilique a été conçue par l'architecte Carlos Amarante à la demande de l'archevêque Gaspard de Bragança pour remplacer une ancienne église qui était en ruine.
Les travaux ont duré 37 ans et ont été achevés en 1811. Elle est l'un des premiers bâtiments néoclassiques du Portugal. Une grotte artificielle agréablement insérée dans le jardin permet aux pèlerins et touristes de jeter quelques pièces dans cette mare. Et nous oserons prendre ce funiculaire hydraulique qui, du haut de ses 100 ans, nous permettra de descendre tranquillement au pied des escaliers. Le grand escalier qui mène au sommet se compose de 17 paliers décorés de fontaines symboliques, de statues allégoriques et autres décorations baroques consacrées à plusieurs thématiques, la voie sacrée, les 5 sens, les vertus, le parvis de Moïse et au sommet, les 8 figures bibliques qui participèrent à la condamnation de Jésus. En regardant vers le haut, les fontaines sculptées dans le granit, dans les nombreux paliers se dénotent du blanc en formant un calice sur lequel est assise l'église proprement dite. Il y a 682 marches. Notre retour vers Vizela, pour une quarantaine de kilomètres,
nous permettra d'apprécier la qualité des paysages, celui des vignobles implantés, la diversité des reliefs et la particularité de la ruelle nous menant chez notre hébergeur. L'idée, avant de nous rendre au défilé, est de nous promener sur la grande place de Vizela, nous restaurer et apprécier quelques spécialités du coin. Un petit restaurant pas encore trop encombré fera largement l'affaire. Heureusement que notre traducteur nous accompagne. Nous poursuivrons nos recherches gustatives en prenant le dessert dans un autre établissement. L'heure de s'installer au bord de la rue est imminente. La foule se presse et le brouhaha de l'environnement est bien présent. Quelques vendeurs opportunistes se pressent pour vendre dépliants et caisses plastiques aux inhabituels clients. Il semble que le thème évoqué par ce défilé soit celui de la venue du progrès du siècle passé dans les domaines variés. Les transports, la santé, l'agriculture et le vin, les arts et la culture. Le tout naturellement accompagné par la musique et les batteries dont certains acteurs très énergiques feront éclater les tambours. Et puis, certaines mauvaises langues prétendent qu'une partie des festivaliers très impliqués dans leur démarche ont des besoins calorifiques, hydriques et autres importants et surtout répétés.
Le défilé achevé laisse la place aux feux d'artifice. Nous sommes habitués, en France, à ces feux musicalisés avec un final particulièrement éclatant de lumière. Ici, pas de musique, mais un défi final, un maximum de bruit, et ce n'est pas rien de le dire. Accrochez-vous.
calme de cette journée est un contraste agréable. Elle commence au pont romain sur le ruisseau de Sa, qui rejoint la rivière principale Vizela. La commune de Vizelas a entrepris en 2020 un chantier ambitieux pour requalifier ces zones et promouvoir le tourisme local. La construction de passerelles s'étendant sur environ 6,5 km, créant un parcours pédestre qui intègre différents espaces de loisirs et de découverte le long de la rivière. Si cette ville portugaise de Vizela s'étend sur une superficie de 24 km², elle a pour particularité d'avoir été créée le 19 mars 1998, née du démembrement partiel des villes de Guimarães, de Felgueiras et de Lusada. Elle doit son nom à la rivière qui la traverse. En 1787 sont retrouvés les premiers vestiges des anciens thermes construits par les Romains. L'identité de la commune est étroitement liée à l'histoire et aux espaces consacrés à l'utilisation des eaux thermales. Si les peuples celtes de Lusitanie utilisaient déjà ces sources, ce sont bien les Romains qui ont laissé d'importantes traces sur l'utilisation de cette eau miraculeuse. C'est certainement cette époque qui a définitivement marqué le lieu de son empreinte avec la découverte des propriétés médicinales des eaux thermales ainsi qu'avec la construction d'importantes infrastructures comme le pont romain qui faisait jadis partie de la route militaire romaine. Les installations thermales que l'on connaît aujourd'hui sont en service depuis 1892. À cette époque, Vizela vit une période dorée devenant un lieu de villégiature privilégié pour les riches propriétaires issus des colonies brésiliennes et anglaises. Le Parque das Termas, aménagé entre 1885 et 1886, est le poumon de Vizela. Ce parc abrite de nombreuses essences d'arbres, dont certains sont plusieurs fois centenaires. Juste une petite remarque à propos de cette fleur rouge. La révolution des œillets est le nom donné aux événements d'avril 1974 qui ont entraîné la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933. La fleur d'œillet en est devenue le symbole. C'est une fête de village. Ah bah c'est là-haut la fête. Oui. Oui, d'accord. Pour finir la journée, une petite escapade champêtre à quelques kilomètres de Vizela.
Perdus dans la campagne, le pont et sa rivière nous offriront de quoi nous tremper les pieds pour les uns et une expérience malheureuse pour d'autres, pour un autre, il paraît. Ce matin, une belle journée nous attend. La route des vins, ou autrement dit la vallée du Douro, avec un objectif, Pinao. Notre premier arrêt, un barrage écluse où l'on peut mesurer le flux de bateaux et de visiteurs qui parcourent cette rivière emblématique. Sur 200 km, le Douro traverse toute la largeur du Portugal. De Miranda do Douro à la frontière espagnole à l'est, jusqu'à Peso da Rega au centre, s'étend la vallée du Haut-Douro, dans laquelle sont cultivés, semble-t-il depuis la nuit des temps, en vérité près de 300 ans, les vignes du Porto et des vins du Douro. De plus, à l'ouest, jusqu'à Porto, son embouchure atlantique, on ne trouve plus de terroir de schiste à perte de vue, mais le fleuve poursuit sa route. Il a d'ailleurs longtemps été la voie privilégiée pour transporter les fûts de vin à travers les barcos rebellos, seules embarcations à pouvoir domestiquer les rapides d'un fleuve pas toujours si tranquille.
Voici Pinao, perdue derrière les collines du Haut-Douro. Cette commune coule tranquillement ses jours au rythme du grand fleuve qui la berce et des montagnes qui la dominent. De fait, cette petite ville de moins de 1000 habitants est un relais pour toutes celles et ceux qui visitent la vallée du Douro. Si aujourd'hui ce sont les camions-citernes qui profitent du paysage, la vallée du Haut-Douro reste une région indescriptiblement frappante et en particulier le Haut-Corgo, sa zone la plus dense en vignobles et en quintas, ces propriétés rurales portugaises dans lesquelles il faut prendre le temps de prendre son temps. Nous ne résisterons pas bien longtemps à prendre le bateau pour une petite croisière vers l'est et à se laisser surprendre par ces paysages. Autour de Pinao, les versants de la vallée, parfois abruptes, proposent des hectares et des hectares de vignes, certaines en terrasse, parfois soutenues par des murets de pierre, d'autres plongées à la verticale le long des coteaux. La vallée du Douro est une région où sont produits deux vins d'appellation d'origine, le Porto et le Douro. Le nom de la vallée, lui, vient tout simplement du fleuve du même nom. Il prend naissance en Espagne, dans la Sierra de Urbión, et se jette dans l'océan Atlantique entre les villes de Porto et Villanova de Gaia. En plus de ses vignobles, ce qui fait la particularité du lieu, c'est la beauté de ses paysages. Ici, les vignes sont installées en terrasse à flanc de colline jusqu'au niveau de l'eau. La région du Douro comprend en réalité trois sous-régions, le Bas Corgo, le Haut Corgo et le Haut-Douro, situés des deux côtés des berges du fleuve. La vallée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces différents vins, vignobles et techniques font partie intégrante du patrimoine régional et historique portugais. Au programme donc, des paysages magnifiques et atypiques et de beaux points de vue. Occupée depuis l'époque romaine, la région a toujours été un lieu propice à la culture de la vigne grâce à son climat et à ses sols schisteux. Les Romains y ont introduit les premières techniques de viticulture, mais c'est à partir du XVIIe siècle que la région a réellement pris son essor en tant que productrice de vin de Porto. La recette du vin de Porto, c'est qu'il est fortifié avec de l'eau-de-vie pour en stopper la fermentation et en conserver les sucres naturels.
Il est rapidement devenu célèbre en Europe, notamment grâce au commerce avec l'Angleterre. La vallée du Douro est ainsi devenue la première région viticole délimitée et réglementée au monde en 1756 par le marquis de Pombal, afin de contrôler la qualité et la production de vin de Porto. Après avoir flâné à Pinhao, nous souhaitons visiter une cave de fabrication. Ce sera peine perdue. Ici, il ne s'agit que de goûter et de vendre. Il est un moment où il faut penser au retour. Cette fois, nous ne longerons pas le fleuve Douro, mais nous allons prendre de la hauteur et une fois de plus nous poser des questions sur les méthodes de travail sous ce soleil et nous ébahir devant ces images magnifiques. N'oublions pas qu'il y a 1 heure ou 2, sur le port de Pinhao, la température frôlait les 38 degrés Celsius. Avec un petit clin d'œil à la famille d'Acosta. Notre petit détour nous conduit à Amarante, ville médiévale située à 60 km de Porto. L'image de carte postale d'Amarante est celle du pont. Proche de ce pont, l'église et le couvent ont été construits entre 1540 et 1600 sous le règne du roi Philippe. Une particularité architecturale est le balcon des rois au premier étage de l'église. À l'intérieur, outre l'architecture toujours magnifique, le tombeau de San Gonzalo est à remarquer. Selon la légende, c'est lui-même qui a demandé à ce que l'on construise le pont en 1250. Celui-ci s'est effondré au cours d'une crue en 1763 et a été reconstruit 30 ans plus tard en 1790, sur un modèle très similaire à la version ancienne. Et pour ne pas être chauvin, il faut rappeler qu'en 1809,
Ce lieu a été le théâtre d'une bataille sanglante entre les Portugais et les troupes françaises. Après 14 jours de lutte, les Portugais l'ont emporté sur les troupes de Napoléon. Mix d'histoire, religion et gastronomie, c'est une ville intéressante et très belle. Sur les berges du fleuve Tamega, Amarante est une ville historique dont on ne connaît pas exactement l'origine et la date de fondation. On peut affirmer avec certitude cependant que les peuples primitifs y ont habité pendant l'âge de pierre. Ce sont ensuite les Romains qui s'y sont installés et ont fondé l'agglomération telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un petit restaurant, bardé de sigles du routard, nous attirera. Ici encore, l'accueil sera fort sympathique et les rations servies dignes des plus voraces mangeurs. La sortie de la ville par le fameux pont sera plus difficile, tant la foule se presse autour des DJ. Car ici, aussi, c'est la fête. Notre dernière journée dans ce pays sera consacrée une fois encore à Porto. Notre recherche aujourd'hui sera consacrée à une cave à vin non seulement comme dépôt de vente et de promotion, mais comme atelier de culture, de conservation et de fabrication de ces vins très recherchés. Burmester sera, croyons-nous, un lieu tout indiqué au pied du pont Dom Louis. C'est une magistrale erreur et ce pour plusieurs raisons. L'accueil y est naturellement commercial sans chaleur et notre hôtesse guide n'aura guère de voix ni de questions pour savoir si tout le groupe de clients aura accès à ces explications très limitées au demeurant. La présence de quelques outils ne changera en rien cette opinion. Sous la treille, au bordure du Douro, la vue sur le fleuve est particulière. Un point positif cependant, le coût du billet d'entrée nous donne droit à une offre de bienvenue. 3 vins du Douro différents nous sont servis, blanc, rosé et rouge. Un produit d'appel pour les futurs acheteurs.
Cette fois, c'est de haut que nous allons contempler Porto. Sur ce fameux pont Don Luis, l'impression est évidemment bien différente de celle que l'on a à ses pieds. D'autant qu'ici, un tramway circule dans les deux sens, frôlant sans doute parfois quelques promeneurs imprudents. Que ce soit vers l'aval, l'estuaire sur l'océan Atlantique, ou vers l'amont, la vallée de Douro, les vues sont imprenables et magnifiques. La ville offre un peu de ses mystères et beaucoup de son charme. D'ailleurs, nous prendrons tout notre temps avant de regagner Vizela. Cette soirée du samedi, sur laquelle nous ne nous étalerons pas, concerne une cousinade des parents à Ismaël, qui se déroule dans la maison voisine et laisse les anciens se défouler à leur manière. Mais ils ont tout de même de curieux mœurs dans cette région.
dimanche après-midi. Certains se reposent. Pourtant, ce soir, nous allons nous rendre à nouveau au parc des Thermes de Vizela pour un dîner tranquille. Ici comme ailleurs, les rations sont surprenantes, mais le bruit du restaurant bondé aura raison de notre patience. Alors, direction la grande place de Vizela. L'endroit est plus calme et l'air plus frais. Et puis, une dernière petite guichouserie ne sera pas de trop avant de nous envoler demain vers la France. Lundi 9h. Et oui, l'heure de partir pour l'aéroport pour notre avion. Gaël est aux commandes de sa voiture et nous serons parfaitement à l'heure. Prendre place dans nos sièges, survoler un bout du Portugal. Revoici la France. Et tout au bout notre Bretagne et l'aéroport de Brest. Les vacances sont finies. Dommage.